Genada. Bonjour Christine Ferniaud. Depuis à peu près 3 semaines, fête le prix Femina et ne dort plus. Pas beaucoup en tout cas. Mais il est là. Oui. Il est là quand même pour parler de ce livre. Et tout à l'heure, il y avait une artiste, peintre, qui disait qu'elle aimait travailler beaucoup autour de l'intime. Et alors, ce qui est drôle dans ce livre, La Serpe, c'est que si on passe comme ça, de l'intime à l'actualité, d'une situation officielle à quelque chose de beaucoup plus personnel. Et en fait, de votre œuvre d'avant, qui était plus intimiste, à des livres qui vont traiter d'un personnage. Alors il y a eu celui-là, qui a eu avec la petite femelle Pauline Dubuisson, et aujourd'hui une nouvelle enquête en quelque sorte, mais qui commence avec le Club des 5. C'est quand même drôle. C'est drôle et ça tombe bien dans le livre, mais c'est véritable, véridique, c'est un hasard. En fait, la veille donc pour dire aux gens, j'ai loué une voiture et je suis parti enquêter à Périgueux, ce qui paraît rien du tout, mais qui pour moi, c'est comme si j'allais à Kuala Lumpur. Périgueux, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, c'est la Dordogne profonde. Et la veille de ce départ, où j'étais évidemment angoissé, stressé de quitter mon quartier, je vais dîner avec ma femme et mon fils en me disant je ne les reverrai jamais, peut-être, je ne reviendrai jamais de Périgueux, dans un restaurant un peu branché, un peu bébête, quoi. Et comme décoration, il y avait des livres de la Bibliothèque Rose. J'en prends un au hasard, le Club des 5 en roulotte. J'ai dit tiens, c'est fou quand même, je pars en Mériva et je prends le Club des 5 en roulotte. Et la première phrase, c'était « Quelle malchance !» s'écria Claude. Et je me dis, ça y est, la poisse, c'est mauvais signe. Et je dis à ma femme en rigolant, quel que soit le livre que j'écrirai, ce sera la première phrase. Quelle malchance, s'écria Claude. Et j'ai tenu ma promesse. Mais en fait, tout est vrai. À chaque page, alors. Ça n'est pas un roman. Tout ce qui concerne l'affaire de 1941, le crime, l'enquête, le procès, la vie de Georges Arnaud, est plus que vrai, c'est-à-dire que j'ai essayé au détail près de respecter la vérité historique, en tout cas autant que possible. Tout ce qui concerne moi, mon séjour de petit enquêteur ridicule à Périgueux, je fais ce que je veux, Christine. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, on ne sait pas. Mystère et boule de gomme. Alors reprenons l'idée de ce livre. Effectivement, ce qui a l'air vrai, puisque vous l'avez raconté, c'est que c'est un voisin, c'est un ami qui vous met le doigt sur cette idée-là, sur ce sujet-là, qui est quand même une enquête autour d'un homme a priori coupable, a priori antipathique, et vous parlez tel un petit Sherlock Holmes. Oui, un petit Colombo. Sherlock Holmes, c'est trop pour moi quand même. Oui, ça c'est vrai, c'est-à-dire que c'est dans notre quartier à Paris, comme dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de province ou les villages, on sympathise avec les parents des amis de ses enfants à la maternelle. Et donc, il y a 13, 14 ans, j'ai l'impression que mon fils était hier à la maternelle, mais il est en terminale, donc j'ai dû rater un passage. On a sympathisé avec un couple qui était donc les parents d'un ami, de son meilleur ami. Et donc, on s'est mis à aller dîner chez eux, etc. Et il se trouve que l'homme du couple est le petit-fils de Georges Arnaud. Et depuis 13 ans, il me dit « Il faut que tu racontes la vie de mon grand-père, c'est un personnage romanesque par excellence. Il a été millionnaire, clochard, vagabond, remillionnaire. Il a mené des combats politiques, des luttes contre l'injustice sur tous les continents. Il faut que tu racontes sa vie. » Et moi, je lui disais, alors déjà, on me dit tout le temps ça, je descends au bistrot en bas de chez moi, on me dit « Si je te raconte l'histoire de ma tante, c'est le Goncourt assuré. » Tous les jours, presque. Donc, je dis oui, non, je ne vais pas raconter la vie de ton grand-père. Et puis en plus, alors il me dit, il a écrit Le Salaire de la peur. Il avait l'air très fier que son grand-père ait écrit Le Salaire de la peur. Moi, je me disais, c'est un film magnifique de Clouzot, mais ça doit être tiré d'un roman de gare un peu médiocre. Bon, il a l'air fier, je ne vais pas le contredire. Et puis je lui disais, je ne peux pas, c'est pas mon genre, les grandes histoires, les grandes épopées humaines, les vies comme ça, aventureuses, politiques, aventurières, enfin bon, bref. C'est pas pour moi. Moi, j'aime les petites choses qui clochent, les petits dérapages, les petites anecdotes. Et au bout de 10 ans, il me dit, je sais pas s'il a fait exprès ou si vraiment il avait oublié, il me dit, au fait, je sais pas si je t'en ai parlé, mais
Mon grand-père est mort en 1987, et aujourd'hui encore, tout le monde pense qu'il a massacré toute sa famille à coups de serpe. Je dis, ah, voilà un petit truc qui cloche, une petite anecdote. C'est ce que vous appelez un petit dérapage, vous. Voilà, je me suis dit, là, il y a comme un petit dérapage. 40 coups de serpe sur 3 personnes, ça m'a interpellé. Et j'ai commencé à me renseigner, et au bout de 4 mois, sur Internet, je me suis renseigné, j'ai acheté des journaux d'époque, j'ai acheté des livres qui parlaient de l'affaire, j'ai consulté tout ce que je trouvais sur Internet. Et au bout de 4 mois, je dis à mon ami, écoute, malheureusement, je ne vais pas pouvoir écrire le livre sur ton grand-père parce que c'est une évidence, c'est lui qui a massacré toute sa famille pour de l'argent. C'était un sale type. C'est sûr qu'il est coupable, il a tué tout le monde. Il me dit, bon, écoute, il voulait vraiment que j'écrive un livre sur son grand-père. Je crois. Il me dit, écoute, si tu penses que c'est lui, c'est ton livre, hein, dis-le, voilà, mais cherche encore un peu. Et donc, je me suis dit, allez hop, je pars à Périgueux, on va voir si je trouve quelque chose. Si je ne trouve rien, parce que les archives étaient conservées à Périgueux et personne ne les avait consultées depuis 1941, personne n'avait eu accès au dossier, j'étais le premier. Je me suis dit, on va voir, je vais regarder ce dossier. Si je vais passer une semaine à Périgueux, si quand je reviens, j'ai rien trouvé de spécial et que c'est toujours, à mon avis, son grand-père l'assassin, tant pis, j'écris pas le livre. Mais peut-être que je vais trouver 2-3 petites choses. Et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Plus que 2-3 petites choses, mais cette passion des archives, d'aller fouiller dans ces dossiers qui n'ont été ouverts par personne, c'est quelque chose qui est venu au fil des années, parce que vous avez écrit pendant longtemps des livres qui n'avaient rien à voir avec ce goût comme ça d'aller fouiller, j'allais dire dans la vie des gens, mais c'est pas ça, dans des grandes histoires. Vous touchez à des personnages de l'histoire et vous venez apporter de corriger en quelque sorte l'histoire. En tout cas, pour Georges Arnaud, c'est un peu ça. En fait, j'ai écrit 10 romans, enfin plusieurs petites, mais des vrais romans, 10. Et les 7 premiers, ce ne sont pas des romans autobiographiques, c'est même pas de l'autofiction, mais ça suit un peu ma vie quand même. Le premier, c'est un jeune célibataire un peu fou, un peu naïf, qui cherche l'amour à Paris. Le deuxième, c'est le même à peu près, qui a un coup de foudre, qui rencontre une femme, etc. Troisième, c'est le cauchemar de la vie domestique. Le quatrième, c'est l'enfant. Bref, j'en ai écrit 7 qui suivent ma vie en progression sur une quinzaine d'années. Et puis, ma vie aujourd'hui, à ma grande joie, est devenue d'une monotonie et d'une platitude consternante, vue de l'extérieur. Regardez, c'est un homme heureux. Oui, exactement. Pour moi, ça me va vraiment très bien. Pour la littérature, ça donnerait des livres où chapitre 1, j'ai oublié le PQ au supermarché. Chapitre 2, David a été éliminé à Koh-Lanta. Non. Enfin voilà, ça ferait des livres à mourir d'ennui, je pense. Et donc je me suis dit, parce que j'ai pas beaucoup de talent pour l'imagination, pour l'invention, je pense que je suis pas vraiment fait pour ça. Puis en plus, ça m'ennuie d'écrire, d'inventer complètement des livres. Ça m'intéresse pas. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'imagination, ma vie est morne pleine. Et tout d'un coup, je me dis, mais il y a d'autres gens que moi sur Terre, j'avais oublié. Et du coup, ça m'ouvre vers des millions d'histoires. Et donc, depuis 3 livres, je parle de Bruno Sulac, de Pauline Dubuisson, de Georges Arnaud. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, comme vous disiez, Christine, ce qui m'intéresse, c'est la surface et ce qu'il y a derrière. Les apparences et ce qu'on trouve quand on creuse un peu en dessous, quoi. Mais ce qui est fascinant et ce que vous racontez très très bien, outre le fait que quand même on vous retrouve heureusement avec des petits soucis quotidiens et qui donnent un peu de sel quand même à cette enquête, mais c'est d'aller ouvrir pour la première fois depuis des années des archives, d'aller enlever la poussière, d'aller découvrir des textes que quasiment personne n'a lus ou si on les a lus un jour, ça a été oublié. Ça c'est quand même c'est une jouissance en quelque sorte. Oui, moi c'est vraiment ce que j'aime. Les gens qui lisent mes livres ou qui en entendent parler me disent « Oh là là, mais quel travail de recherche vous avez dû faire, etc. » C'est pas du tout un travail, c'est une passion. Moi, si je pouvais ne faire que ça, si je pouvais faire des recherches dans les archives pendant 10 ans et écrire pendant 2 mois, ça m'irait très bien. Là, pour le dernier, La Serpe, j'ai eu de la chance. Pour la consultation des archives, il y a des délais fixés par la loi qui sont de 75 ans après les faits ou de 25 ans après la mort du principal concerné.
Et j'ai été le premier. Alors déjà, quand on consulte un dossier d'archives, des pièces qui ont 60 ans, c'est déjà très émouvant. Mais là, du coup, j'étais le premier depuis 1941 à avoir le droit de lire cet énorme dossier qui contient des pièces officielles comme des procès-verbaux, des interrogatoires, des rapports de police, des autopsies, etc. Mais aussi des choses intimes, c'est-à-dire de la correspondance, des petits mots qui ont été notés. Tout le dossier, un dossier d'instruction, de procédure contient tout ce qui a été réuni pour l'enquête. Et moi, en particulier, dans ce dossier sur l'affaire Henri Girard, Georges Arnaud, je suis tombé sur quelque chose dont on n'a pas du tout parlé à l'époque. Parce qu'en fait, on n'a pas dit le sujet du livre, mais c'est 3 personnes qui ont été... Oui, c'est vrai, peut-être qu'il faut rappeler quand même... Bah, si, vous avez dit qu'il avait... c'est un château... Qu'il avait tué. Hein, vous l'avez ouais. dit dès le début, tout de même. Je l'ai dit dès le début. C'est un château... en 1941, c'est un château en Périgord, en Dordogne. C'est très kitsch, on dirait que c'est faux. C'est une histoire vraie, mais on dirait que c'est faux. On dirait que c'est une disciple médiocre d'Agatha Christie qui a essayé de faire pareil, mais qui a pris des trop grosses ficelles et des trop gros sabots. Donc c'est un château sinistre, un soir d'automne, sous l'occupation, en 1941, dans un village presque fantôme, même pas un village, un bourg, presque fantôme dans le Périgord. Il y a ce château qui domine un peu ce bourg. Il y a 4 personnes à l'intérieur qui sont elles-mêmes complètement caricaturales. C'est une famille de Parisiens riches. Il y a le fils qui est insupportable, capricieux, dépensier, violent, colérique, qui considère son père comme un porte-monnaie sur pattes, qui ne l'aime que parce qu'il lui donne un peu d'argent de temps en temps et qui pique des colères quand il ne lui en donne pas assez. La tante qui est une vieille fille un peu bigote, un peu radine, etc. Et la bonne. Et le père, le père du jeune homme, qui est une espèce de type plutôt sympathique, mais bougon, un vieux grognard, enfin voilà. Et donc ce soir d'automne, ils dînent tous les 4 autour de la table en silence, ils mangent de la soupe aux haricots, ils ferment évidemment toutes les portes et les fenêtres avant d'aller se coucher, ils vont se coucher, et le lendemain matin, le fils ouvre la porte, dit au secours. Le père, la tante et la bonne ont été atrocement massacrés. Vraiment, j'ai vu les photos, c'est vraiment un carnage. Hein. À coups de serpe, ils ont le crâne fracassé tous les 3. Le fils dit « je dormais, j'ai rien entendu ». Sauf qu'il n'y a pas d'effraction au château. Toutes les portes et les fenêtres sont toujours fermées. On retrouve l'arme du crime qui est une serpe. C'est une espèce de gros machin, ce qui ressemble plutôt à un hachoir qu'à une faucille. Ensanglanté dans la chambre de la bonne, et la voisine vient dire oui, c'est lui le jeune homme, il m'a emprunté la serpe hier. Pas la serpe hier. Hier, il m'a emprunté la serpe. En me disant qu'il voulait ouvrir une porte avec, alors que je lui ai dit on n'ouvre pas les portes avec des serpes. Il m'a dit donnez-la moi quand même. C'est le seul héritier, il devient riche du jour au lendemain, donc c'est vraiment le coupable idéal. Il se trouve qu'il a été acquitté parce qu'il avait un avocat de génie qui a fait un tour de passe-passe au tribunal et qu'il a acquitté, mais bref. Et donc, tout ça pour dire que moi, 75 ans plus tard, j'ouvre ce dossier que personne n'a ouvert depuis 1943, à la date du procès, et je trouve une centaine de pages de correspondance au milieu des interrogatoires et des rapports et des autopsies. Je trouve une centaine de pages de correspondance entre le père et le fils, qui ont été saisis au lendemain ou la semaine suivant le crime, chez l'un et chez l'autre. Ils avaient chacun conservé les lettres de l'autre. Et je découvre, moi qui suis pourtant un coriace, un rude, un turc, je fonds en larmes dans la salle de lecture des archives de Dordogne, tellement cette correspondance est d'une beauté, témoigne d'un amour entre un père et son fils qui est vraiment... alors qu'on a toujours dit à l'époque, et dans les années d'après, qu'il se foutait de son père, sauf quand son père lui faisait un chèque, quoi. Et donc c'est le premier petit détail où je me dis, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire, en fait. Et ces lettres que personne n'avait jamais lues, à part le père et le fils, puisqu'elles avaient été saisies par la police et enfermées dans ce dossier. Je les relis souvent. Moi, j'ai pu, ça, je suis fier, ça n'a rien à voir avec le livre, mais je suis content et fier. J'en ai envoyé des copies à la famille, aux enfants qui n'avaient jamais eu connaissance de ces choses-là. Et donc, je m'en suis servi pour mettre au cœur de mon livre, au cœur de ce bain de sang, une petite boule de... Enfin, vraiment, ce sont des témoignages d'amour magnifiques, quoi.
Mais ce qui est passionnant dans ce roman, dans ce livre, c'est que vous suivez donc, au fond, vos propres sentiments. C'est-à-dire qu'au début, Henri, c'est un type peu sympathique, c'est un jeune homme profiteur, il se marie, il dépense l'argent pour ses petits plaisirs. Apparemment, c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien ni d'un héros, ni de quelqu'un dont on a envie de raconter l'histoire. Et c'est cette façon dont, peu à peu, vous racontez la métamorphose qui est aussi extrêmement romanesque et qui fait avancer notre sentiment de lecteur en même temps que l'enquête. Oui, en fait, moi, je me demandais comment construire le livre. J'avais un sujet en or, vraiment. C'est vraiment un sujet qui m'est tombé du ciel. J'y suis pour rien. Presque trop. Oui, exactement. Et je me souviens qu'au moment où je travaillais là-dessus, je l'avais d'ailleurs noté sur un livre que j'étais en train de lire, j'avais écrit, si avec ça, je fais pas un bon roman, il faut que je me mette au badminton ou je sais pas quoi, mais il faut que j'arrête d'écrire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, je me sentais comme un couturier à qui on donne un tissu magnifique, très rare, et qui se dit, il faut pas que je loupe la robe, quoi. Et mais moi, pendant l'année et demie presque de recherche, de documentation, d'enquête très modeste avec un tout petit E que j'ai effectué, je suis passé d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, par 3, 4 ou 5 mois où j'étais persuadé non seulement que ce bonhomme était un sale type, c'est-à-dire vraiment dans sa vie un type insupportable, qu'en plus il avait tué 3 personnes innocentes et plutôt sympathiques juste pour gagner de l'argent, et pour couronner tout ça, qu'il avait été acquitté, qu'il avait eu de la chance et qu'il avait pu avoir une longue vie avec la célébrité, puisqu'il a donc écrit Le salaire de la peur. J'ai pas dit tout à l'heure, j'étais gêné pour mon ami quand il disait qu'il avait l'air fier de son grand-père qui a écrit Le salaire de la peur. J'ai fini par lire Le salaire de la peur, j'ai pris un coup, mais alors c'est un livre magnifique. Et le film dont moi je gardais des souvenirs de chef-d'œuvre ou presque de Clouseau, à côté du livre, c'est une opérette, quoi. C'est ridicule. Le livre est vraiment une masse. C'est un tout petit livre, mais c'est dense, c'est sombre, c'est noir, c'est fort. Enfin, c'est vraiment un livre magnifique. Bref, je ne sais plus, Christine, pourquoi je disais ça. Oui. Parce qu'au début, vous suivez en fait vos sentiments au fil du livre. Oui, moi j'ai pris cet homme pour un sale type, un assassin et quelqu'un qui a bénéficié d'une erreur judiciaire à l'envers. Et ce n'est qu'en allant à Périgueux, en découvrant les lettres dont je vous ai parlé, en découvrant plein d'autres choses qui avaient été bâclées dans l'enquête, petit à petit, en comprenant la vie de cet homme, que je me suis dit, c'était vraiment un bon gars qui n'a pas eu de chance, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a vu la personne qu'il aimait le plus au monde, c'est-à-dire son père, massacré devant lui, enfin, il n'a pas vu le massacre, mais il a vu le résultat, et qui a été accusé de l'avoir tué. Enfin bref. Et donc je me suis dit, quand je cherchais comment construire ce livre, parce que c'est pas évident avec ce sujet en or, encore fallait-il que je me trompe pas sur la manière de raconter les choses, ben, je me suis dit, le mieux c'est peut-être que j'essaye d'entraîner le lecteur sur le même chemin que j'ai suivi, c'est-à-dire d'abord de penser que c'était un sale type, ensuite de penser que c'était un assassin, d'avoir petit à petit des doutes et d'être retourné, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, d'être retourné à la fin. J'espère que j'ai pas trop raté. Et puis c'est vrai qu'il y a au service du roman des coups de théâtre, parce que vous disiez le procès qui a lieu, un procès extrêmement rapide qui se termine sur un résultat inattendu. Il n'est pas considéré comme coupable, alors qu'a priori, tout laisse entendre qu'il l'est. Un avocat incroyable. Quelques minutes seulement pour décider qu'il est non coupable? Oui, alors que vraiment, il a passé presque 2 ans en prison préventive et entre le crime et le procès. Pendant 2 ans, tout le monde, c'est-à-dire tous les gens de la région, mais aussi l'opinion publique, la presse, absolument tout le monde, même ses amis, lui, avaient la conviction de sa culpabilité. La seule question, c'était est-ce qu'ils vont lui couper la tête la semaine prochaine ou dans un mois? Pendant le procès qui a duré 4 jours, pendant 3 jours et 3 quarts, tout le monde était toujours convaincu, les gens hurlaient à mort, tout le monde était convaincu. Et les 2 dernières heures du procès, c'est maître Maurice Garçon, son avocat, qui était un véritable génie du barreau. En 2 heures, il fait une plaidoirie, il retourne tout le monde, les jurés partent délibérer, ils ont délibéré 8 minutes, ce qui est, je pense, le record du monde. J'ai parlé avec quelques avocats, personne n'a jamais entendu parler de 8 minutes de délibération pour
pour acquitter. Ils reviennent au bout de 8 minutes. Les gens se disaient, tiens, je vais aller fumer une cigarette pendant qu'ils délibèrent. Ils n'ont même pas eu le temps de fumer leur cigarette ou leur pipe à l'époque. Acquittés. Il y a des applaudissements dans la salle, alors que les gens, 2 heures avant, étaient... Voilà. Mais ils sont encore envoûtés par la plaidoirie de Maurice Garçon, comme s'il les avait hypnotisés, vraiment. Et dès que tout le monde commence à sortir du tribunal, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a été acquitté ? On s'est fait avoir, etc. Et donc, grand scandale et indignation dans l'opinion publique. Mais voilà, c'était trop tard, il a été acquitté. Et jusqu'à sa mort 50 ans plus tard, en 87 ou 45 ans plus tard, on a toujours dit, c'est une erreur judiciaire, il a tué tout le monde. Et lui, c'est malicieusement et de manière un peu lugubre employé à conforter un peu cette idée. Il faisait des blagues sur... par exemple, il est devenu journaliste après, il disait à ses collègues, il paraît que pour être journaliste, il faut avoir tué père et mère, je crois que j'ai pas trop mal commencé. Et donc tout le monde s'est conforté, on disait, mais quel cynisme, quel culot de... Il a été acquitté, mais voilà. Et en fait, les apparences, même celles qu'il a construites lui-même, sont presque toujours trompeuses. Oui, même ce qu'il avoue à cette espèce de coquin lui aussi de Gérard de Villiers à qui il va oser dire que oui c'est vrai, il les a tués et mettant en même temps des tas de fausses pistes. C'est curieux parce que ça reste, et vous le racontez très très bien, un personnage toujours un peu entre deux, à la fois romanesque et romancier, un peu joueur en fait. Joueur, mais de manière lugubre. Hein. Sa vie est assez difficile à comprendre. Moi, je comprenais rien à ses provocations pendant toute sa vie. Mais en fait, quand on va vraiment à l'origine et quand on se dit il a vécu la pire chose qu'un être humain puisse vivre, à part, j'imagine, la mort d'un enfant, j'espère que je ne le saurai jamais, mais la mort d'un enfant, il y a une seule personne sur Terre qu'il aimait, c'était son père, et voilà. Et donc, ça explique beaucoup de choses, en fait. C'est devenu un enragé. D'ailleurs, il le dit lui-même, j'ai retrouvé une lettre qu'il a écrite à sa femme de l'époque, où il dit j'étais un garçon frivole, dépensier, etc. Je suis devenu un être noir et désespéré. Enfin, vraiment, il avait 24 ans à l'époque du crime. Ça a modifié toute sa vie. C'est pour ça que j'aime aussi les faits divers, moi. C'est que, apparemment, un fait divers, c'est n'importe quoi. C'est complètement débile. C'est 2 minutes de barbarie ou de bêtise ou de haine. Enfin, c'est rien du tout par rapport à l'humanité. Là, en l'occurrence, c'est 5 ou 10 minutes de... Il y a un fou furieux qui a donné des coups de serpe sur la tête de personnes innocentes. Mais ça modifie beaucoup de vies. Enfin, ça a des conséquences. Un truc qui n'est rien, qui est juste la sauvagerie pendant quelques minutes, a des conséquences sur une existence et toutes les existences qui sont autour. Toute la vie de Georges Arnaud, de ses enfants, enfin de Henri Girard qui est devenu Georges Arnaud, de ses enfants, de ses proches, a été modifiée par ces 5 minutes de barbarie dans un château en 1941 dans le Périgord. Et c'était un peu la même chose avec Pauline Dubuisson, cette envie d'en savoir un peu plus que le côté insultant de la presse. Au fond, est-ce que vous avez l'impression d'être un peu un romancier justicier ? Non, ça serait me faire trop d'honneur. Je n'ai pas du tout la prétention d'être justicier ou redresseur de tort, mais en tout cas pour moi, ce que je ressens, c'est, et comme tout le monde, hein, je suis frappé par des injustices, Pauline Dubuisson, vous parlez de Pauline Dubuisson, tout le monde, à l'époque, et même après les quelques personnes qui s'en souvenaient, la considérait comme une femme sans cœur, sans âme, sans scrupules, un personnage noir, maléfique, on l'appelait la diabolique, etc. Elle est morte jeune dans la haine et la colère générale. Et c'est quand même, il n'y a pas besoin d'être Mère Teresa pour être ému par ça, quoi. C'est vraiment horrible, surtout que il suffit de creuser un tout petit peu, il suffit de débarrasser un peu la surface, les papiers qu'il y a sur la table, et on voit en dessous une femme, peut-être pas une femme formidable, mais en tout cas une femme normale, sympathique, malheureuse, enfin bon. Donc justicier, je sais pas, je pense que n'importe qui ferait pareil. Moi, j'ai la chance d'avoir du temps pour fouiller dans ces vieilles histoires et du temps aussi pour essayer de les raconter. Donc j'en profite, mais je ne me sens pas comme un justicier. Enfin, si vous voyez dans la rue je sais pas moi, un enfant qui pousse un autre dans le dos, vous allez intervenir, vous allez dire, voilà, c'est pas non plus être Zorro, hein, c'est simplement faire ce que
ce que dit notre cœur. Oui, puis un justicier qui voyage en Opel Meriva avec dont les boutons s'allument et qui mange des sandwichs au brie dans les supermarchés au bord de la route, c'est déjà un justicier un peu plus humain. Et c'est ce qui est aussi fantastique et qui donne énormément de plaisir à la lecture, c'est quand Philippe Génada ou son double ou l'auteur de ce roman apparaît, il y a cette espèce de décalage, de remise en place, de douceur en fait, et puis de se dire que derrière un romancier, il y a un garçon un peu enfantin qui bat. Il y a un garçon qui lit le Club des 5 et qui fait... Alors, il y a une chose aussi pour terminer, c'est... il y a toujours des remerciements et des références à la fin. Alors, des remerciements, on va éviter de les noter, mais dans vos références, il y a des choses extrêmement sérieuses, mais il y a aussi un auteur comme Richard Brotigan, et ça, c'est enchanteur. J'adore. Ouais. David Goudis, Philippe Garnier, oui, ça, il vous a donné quelques bonnes lectures, mais Brotigan, par exemple, c'est un auteur... je comprends que vous le citiez parce qu'il y a une espèce de côté à la fois décalé et farfelu dans les histoires les plus sérieuses. Il y a quelque chose d'assez triste, c'est qu'on ne trouve plus les romans de Brotigan. L'autre jour, j'étais dans une librairie à Paris où j'étais censé faire libraire d'un jour et conseiller des livres. Les romans de Brotigan, en tout cas ces 5 ou 6 plus beaux romans, je ne sais pas par quelle entourloupe, mais ils ne sont plus publiés. Ils sont tous réédités en 10-18. Ben non, justement, ils ne sont plus disponibles. C'est écœurant. Et c'est écœurant, Christine. Combattons cette injustice. Je pense que là aussi, nous sommes deux justiciers sur cette scène et ça va... On va prendre la Meriva et hop. Richard Brotigan, pour moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est à la fois l'homme qui m'a donné envie de lire, parce que je ne lisais pas, j'étais matheux. Moi, j'ai lu mes premiers livres à 21, 22 ans. Et d'écrire. Donc, je suis tombé sur un livre, je ne suis pas tombé dessus, on me l'a offert, un livre de Richard Brotigan, qui est le livre le plus absurde, le plus ridicule presque de la littérature, qui s'appelle Willard et ses trophées de bowling. C'est un type qui joue au bowling, qui a des trophées, puis il y a trois types qui lui volent ses trophées, donc il leur court après, c'est n'importe quoi. On me l'a offert comme il était petit, que je ne lisais pas du tout à l'époque. Je l'ai lu. Je me suis dit, mais à partir d'aujourd'hui, je n'arrête plus de lire tous les jours. Je vais d'abord lire tout ce qu'a lu Brotigan, et puis après, je lirai tout ce qui me tombe sous la main. Et en même temps, je me suis dit, on peut écrire comme ça. On peut écrire des histoires farfelues de manière déconcertante, et ça fait des livres qui vont droit au cœur. Donc voilà, il m'a donné à la fois envie de lire et écrire. Il paraît, cela dit, que c'était un personnage insupportable, mais on s'en fout, il est mort. Donc il reste ses livres, si les éditions 10-18 veulent bien les rééditer. Ou alors, vous décidez que le prochain livre sera autour de Richard Brotigan, ses trophées de bowling et ses retombées de sombrero. Ben, je vais y réfléchir, Christine. Merci, Philippe Génada. Merci alors, beaucoup lisez La Perche. La Perche. La Perche, lisez La Perche. La serpe, ça a l'air gros comme ça, mais pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Et il n'y a rien à manger dedans, il n'y a pas beaucoup de photos. Et c'est vraiment un livre extraordinaire. Donc, merci Philippe. Merci, Christine. Merci beaucoup.